Bonjour à tous. Merci, comme ça a déjà été dit, aux organisateurs, organisatrices du colloque d'avoir rendu possible cette rencontre. Je vais attaquer directement par une contribution qui est issue d'un travail commun entre Amélie Artis, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, qui est économiste, Simon Godard, qui est ici, donc qui est historien, et moi-même, qui suis doctorante en sociologie. Notre constat de départ sur le travail qu'on va vous présenter, en fait, issu de plusieurs observations. D'abord, on part du fait que les coopératives sont aujourd'hui assez largement critiquées autour de l'idée de banalisation, donc le fait qu'on mettrait beaucoup plus l'accent sur la partie, on va dire, entrepreneuriale des coopératives et qu'on observerait au contraire, de l'autre côté, un affaiblissement de la partie associative, un peu plus politique des coopératives. Or, quand on s'intéresse un peu à l'histoire économique de l'économie sociale, on se rend compte que ça n'a pas toujours été justement l'objet de critiques. Bien au contraire, il y a eu des époques où l'économie sociale a véritablement été portée, étudiée et même défendue par des penseurs économiques qui étaient vraiment légitimement situés au sein du champ de l'économie. Donc il y a notamment le cas de Léon Walras, qui est un économiste libéral, qui, à la fin du XIXe siècle, mettait en avant le fait que les coopératives étaient des innovations qui, selon lui, permettaient la réunification d'intérêts démocratiques et économiques et qui participeraient au progrès économique et social. Toujours Léon Walras, donc en 1865, va mettre en avant le fait que la coopérative, finalement, ce serait une sorte d'une structure qui permettrait à tout un chacun de devenir capitaliste, puisque que ce soit les travailleurs ou les usagers dans les coopératives, ils ont accès au capital. Charles Gide, également, qui a déjà été cité, mettait en avant la coopérative comme une solution face au risque de monopole économique, et également une solution qui conduirait finalement à la suppression du profit et finalement à la baisse des prix. Dernier exemple sur cette légitimité qui a pu être celle des coopératives au sein du champ économique, c'est au début du XXe siècle, Albert Thomas, au sein du Bureau international du travail, qui va permettre de créer un département spécifique consacré aux coopératives. Et pour donner un petit peu une idée du positionnement d'Albert Thomas vis-à-vis des coopératives, c'est quelqu'un qui mettait en avant le fait que la coopérative servait, je cite, à grouper contre le capitalisme la masse énorme des consommateurs. Donc on est quand même sur une vision assez politique des coopératives à cette époque, tout en étant en même temps sur une reconnaissance au sein d'espaces de savoir légitimes. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment on explique le décalage entre les critiques qui vont être aujourd'hui assez fortement adressées à l'économie sociale, aux coopératives, et ce qui a pu être la reconnaissance qu'elles ont eue, et en même temps le poids économique qu'on constate effectivement objectivement aujourd'hui au sein de l'économie française. Donc on a deux pistes d'explication dans un premier temps à cette question. La première piste, c'est une faible, voire une absence en fait des coopératives dans les manuels d'enseignement économique, qui va en fait, cette absence va se construire dès le début du XXe siècle, où la science économique va s'émanciper, en fait, va s'autonomiser en tant que discipline des sciences sociales. Donc elle va quitter progressivement la sphère du droit. Et cette autonomisation-là, en fait, elle est marquée par deux tendances. La première qui va être la recherche de formalisation mathématique, qui laisse vraiment pas de place finalement à l'objet coopératif dans ses spécificités. Et la deuxième, c'est la recherche de lois universelles, donc un petit peu dans la même tendance. Et là, à nouveau, les coopératives ne rentrent pas dans ce cadre de pensée-là. Deuxième partie de l'explication, à une autre époque, c'est les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, avec le tournant keynésien, où là, l'économie va vraiment être marquée par l'idée d'un État qui va être régulateur et planificateur. Et à nouveau, donc c'est une tendance qui est marquée par exemple par la création du PIB, la comptabilité nationale, etc. Et cette fois-ci, encore une fois, on n'a pas vraiment de place finalement faite pour les coopératives comme objet dans la pensée économique. Alors, sur les questionnements qu'on va essayer d'aborder au travers de notre présentation, de notre travail, donc il y en a plusieurs. D'abord, finalement, est-ce que les coopératives sont véritablement des entreprises comme les autres, à partir de toute cette critique autour de la banalisation ? En fait, on constate que quand on part en fait, du principe que les coopératives sont banalisées, on bloque a priori toute réflexion sur finalement quelle est la singularité de cet objet coopératif. En même temps, les coopératives vont permettre de critiquer la standardisation des sources pour l'écriture de l'histoire économique, à la fois sous l'influence du modèle capitaliste, qui va complètement exclure justement l'objet coopératif, mais aussi sous l'influence du modèle communiste, qui a un rapport aux coopératives qui est parfois instrumental.
Et finalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est interroger la spécificité du discours coopératif sur le modèle coopératif et finalement les enjeux d'une histoire centrée sur les mythes fondateurs, d'une histoire finalement qui va être faite à partir des sources produites par les coopérateurs eux-mêmes. Donc de manière plus générale, la question qu'on pose, c'est celle de la production des savoirs économiques et des savoirs sur l'économie, avec l'idée au plan historique d'interroger des moments de concurrence justement entre différents types de savoirs, donc savoirs économiques issus du modèle capitaliste, du modèle communiste et d'un éventuel modèle coopératif. Et finalement, comment refaire une histoire de l'économie qui va restituer l'influence de ces différents modèles à partir des sources qu'on va pouvoir, ou auxquelles on va pouvoir ou non finalement accéder. Donc plus concrètement, l'approche qu'on va avoir, c'est une approche épistémologique qui va être fondée donc, sur la construction, la diffusion vraiment des savoirs et des modèles, avec une première interrogation sur finalement quelle est la part de responsabilité des académiques, des universitaires, dans cette disqualification finalement du modèle coopératif à laquelle on arrive aujourd'hui. Donc avec l'idée d'une étude des effets de source, avec notamment, si on prend l'exemple encore aujourd'hui, on voit que la recherche en économie sociale et solidaire, c'est vraiment des croisements entre des chercheurs qui vont être sur une posture épistémologique plus proche de la neutralité, des chercheurs qui vont avoir un positionnement plus politique, etc. Donc on a cette espèce de nébuleuse qui peut éventuellement contribuer à la disqualification d'un modèle coopératif. On est aussi sur une approche qui est comparative entre plusieurs modèles économiques, donc comme je le disais, avec l'idée de faire dialoguer à la fois les coopératives d'un côté avec le modèle capitaliste et de l'autre avec le modèle communiste. Et plus concrètement, au niveau donc méthodologique, comme je le disais un petit peu en introduction, on est sur une approche pluridisciplinaire entre histoire, économie et sociologie, avec l'idée d'étudier ces questions-là sur la longue durée, donc partir du début du XXe siècle et aller jusqu'aux années 70, et de croiser les terrains d'enquête, donc avec une partie sur l'histoire coopérative française, et une partie sur l'histoire coopérative en Allemagne. Donc, les cas d'études sur lesquels on a travaillé pour bâtir un petit peu ce travail sont au nombre de 3. Donc, le premier, c'est l'observation du déclin des coopératives de consommation en France. En France, concrètement, on observe donc à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, une économie des coopératives de consommation qui est vraiment à son âge d'or, qui est triomphante, avec de nombreux adhérents, un projet politique qui est fort, qui est marqué. Et à partir de 1912, on a la réunification des 2 fédérations des coopératives de consommation au sein de la FNCC, donc qui est la Fédération nationale des coopératives de consommation. Et en fait, ce moment-là, qui est présenté à l'époque comme un succès par les coopérateurs, puisque initialement, c'était une seule fédération qui s'est redivisée en 2, et il y avait cet enjeu de réunifier ces 2 fédérations-là. En fait, ça marque le début vraiment du déclin de la coopération de consommation, tant dans le nombre d'adhérents objectifs, dans le nombre de coopératives de consommation, mais aussi au plan plus idéologique, plus politique. On a vraiment une édulcoration progressive du projet politique de la coopération de consommation. Le deuxième cas d'étude sur lequel on travaille, c'est donc l'histoire du mouvement coopératif allemand dans les années 20, des années 20 aux années 60. Alors, au-delà du questionnement sur les sources, cette histoire coopérative-là, elle permet notamment d'accéder à deux éléments d'histoire. Donc, un premier élément qui serait plutôt finalement sur l'histoire d'une troisième voie entre modèle économique capitaliste et modèle économique communiste, et une autre piste de recherche qui se dessine cette fois-ci plus sur l'histoire des femmes. Alors les femmes qui sont habituellement exclues de la sphère économique parce qu'on considère pour diverses raisons que traditionnellement ce n'est pas de leur domaine, vont se retrouver en fait, vont avoir un rôle qui leur est spécifiquement attribué dans les coopératives de consommation parce qu'on les considère comme expertes finalement de la consommation, de la gestion financière du foyer, etc. Donc à travers ce rôle-là, en fait, elles vont pouvoir accéder à la sphère économique. Dernier cas d'étude, celui de la banalisation des coopératives bancaires, où là, une partie de l'explication de cette banalisation, enfin une partie du décalage du regard qu'on peut porter sur cette banalisation, c'est qu'en fait, cette banalisation, elle est valable du point de vue du regard de la microéconomie. Pour la microéconomie, en fait, le modèle standard de l'entreprise, c'est la société par action. Donc en fait, si effectivement on reprend le cadre de pensée de la société par action, et qu'on observe les coopératives, notamment bancaires, on va se dire effectivement il n'y a absolument rien de spécifique dans ces coopératives-là. Donc la proposition, c'est de décaler le regard en sortant en fait de ce cadre-là de la théorie économique, de la microéconomie, pour aller observer les coopératives bancaires. Donc finalement, ce qu'on veut questionner en fait à travers ces 3 cas-là, au-delà du fait effectivement de faire une histoire des pratiques sociales, c'est d'une part, au niveau donc plus du cas français,
comment on peut construire une histoire des coopératives quand l'histoire elle est issue des sources finalement qui ont été écrites par les coopérateurs eux-mêmes. Ça veut dire concrètement qu'on va avoir par exemple la presse coopérative, on va avoir des congrès des fédérations coopératives qui vont être des sources vraiment travaillées, écrites par les coopérateurs et qui ont vraiment un double enjeu du point de vue des coopérateurs de l'époque, qui est à la fois effectivement de faire de l'information, de produire de l'information, de la connaissance, mais aussi bien sûr il y a tout un enjeu de propagande derrière, puisqu'on est encore, notamment particulièrement au début du XXe siècle, sur l'idée de rallier un petit peu le plus grand nombre possible à la cause coopérative. Donc on a des sources qui sont vraiment à la croisée de ces deux intentions-là, et donc avec une histoire qui tendrait plutôt à être finalement un récit centré autour de mythes fondateurs, et puis qui encore aujourd'hui, certains de ces mythes fondateurs vont être repris et présentés comme les origines de l'économie sociale. Et finalement, l'enjeu sous-jacent, ça va être d'identifier à chaque fois pour chaque source qui sont les porteurs de discours, quel est leur parcours de ces porteurs-là, et puis comment le discours se diffuse auprès de quelle sphère. Est-ce qu'il y a des publics cibles particuliers qui indiqueraient finalement quelle est la nature de la source, quelle est l'intention qu'il y a derrière la production de ce savoir. Et deuxième enjeu, cette fois-ci, plus sur le cas allemand, qui va être l'enjeu de la constitution des fonds d'archives. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'en Allemagne, notamment, si on prend l'exemple du fonds qui va être créé par l'Union des coopératives de consommation, qui est une association créée après la guerre de 1945, on va être vraiment sur un enjeu de la constitution d'une histoire coopérative qui soit complètement conforme aux attentes du régime communiste. Donc à la fois, on est vraiment sur des fonds où on observe vraiment un tri radical avec des destructions choisies de certains éléments d'archives pour vraiment avoir une histoire qui colle aux attentes de ce régime communiste. Donc voilà, c'est les différents enjeux que nous voulions interroger donc, à travers ce papier.